Bonjour, je me présente déjà, je suis Ayoub Alouane, je suis CTO Academy chez Adservio Group et aujourd'hui je vais vous parler de Rust. Mais bon, pour faire plus clair, le titre que j'aurais dû mettre c'est ma découverte de Rust et pourquoi c'est un game changer. Alors la première question c'est pourquoi j'ai choisi de faire ce talk. C'est parce que dernièrement j'ai commencé à essayer un peu d'apprendre Rust et tout, mais j'avais toujours des blocages. C'est que les gens que je vois, ils font du Rust, c'est des visages de geeks avec des lunettes, un peu. Et moi, j'ai toujours ce syndrome d'imposteur parce que je suis pas du tout geek, je suis un average developer. Et c'est ça mon problème, c'est que quand je vois les gens qui font du Rust, déjà ils commencent avec Vim. Alors ça, c'est le premier blocage, c'est que moi, je sais pas faire du Vim, du VS Code total. D'accord? Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un talk pour les gens qui sont comme moi, qui veulent découvrir Rust. Alors, si vous avez déjà fait Rust ou vous êtes des experts en Rust, ce talk il sera relevant pour vous. OK? Alors, déjà pour commencer, je vais commencer par un couscous. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi la première image, c'est un couscous. Alors, ça c'est déjà un couscous original. Alors, ça veut dire quoi original? Ça veut dire un couscous marocain. Et je suis désolé pour les Tunisiens et les Algériens. Alors, ça, c'est un couscous marocain. Et pourquoi je le mets? Parce que si vous voulez apprendre à faire du Rust, déjà, vous ne devez pas avoir faim. Vous devez vraiment bien manger. Alors, quand vous voulez manger un couscous, vous allez faire quoi? Vous allez partir chez un restaurant, généralement, car c'est toujours seulement les mamans qui savent faire du couscous. Alors, si je veux manger un couscous, je dois aller à un restaurant et je vais commander un couscous. Mais imaginons que le mec, il vous disent que vous avez besoin d'attendre 1 heure pour le couscous. Déjà, un couscous, il prend presque 1h30, 2 heures, mais un vrai couscous. Alors là il va vous dire, non, nous on le fait comme ça, vous devez attendre 1 heure et vous devez payer 250 euros. Bon, pour un couscous marocain, vous devez la payer, ça vaut le coup. Mais bon, généralement, vous n'allez pas payer beaucoup d'argent et vous n'allez pas attendre beaucoup de temps. Et ça, ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Si par exemple, il y a un autre restaurant qui offre la même qualité du couscous avec 10 euros, vous allez choisir l'autre. C'est clair, ok? Et pourquoi je parle de l'expérience utilisateur? Pour la simple raison, on va parler par exemple ici d'un cas, ça ne se voit pas trop, de Discord, qu'ils ont migré de Go vers Rust. Alors, Discord, ils avaient un service qui s'appelle RedState. C'est quoi ce service RedState? C'est un service qui trace si un utilisateur il a lu un message dans une chaîne donnée. D'accord? Il traque ça. Alors s'il ne l'a pas lu, il lui dit voilà, tu as un message à lire. Avec le temps, ils ont découvert un truc, c'est que chaque 2 minutes, il y a une latence, il y a un spike qui monte ici. Ils ont dit, c'est dû à quoi? C'est dû au garbage collector de Go. Alors, il y a un problème de performance, il y a un problème d'expérience utilisateur ici. Vous allez peut-être dire que ce n'est pas la peine, mais ça, c'est Discord. C'est une grosse app, alors ça c'est impactant. Alors, ils ont dit quoi? On va essayer de l'optimiser. Alors, ils ont allé chercher le garbage collector, on va l'optimiser, on va changer les 2 minutes à 5 minutes, ça, c'est un problème. Ils ont trouvé beaucoup de trucs. Alors, ils ont dit quoi? On va changer le langage. Alors, ça, c'est le métier préféré des devs, c'est que toujours on migre. Et quand on migre, on a du boulot, on travaille, et ça, c'est tranquille. Alors, ils ont trouvé quoi? Que quand ils ont migré de Go vers Rust, il n'y a plus les latences qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que dans Go, il y a le garbage collector qui se lance chaque 2 minutes pour cleaner la mémoire. Mais sur Rust, il n'y a pas de garbage collector. Il y a un truc qui s'appelle le borrow checker. Ça fonctionne différemment. C'est qu'il clean la mémoire quand... Si par exemple vous déclarez une variable et il voit que vous n'avez plus besoin de cette variable, il la supprime automatiquement de la mémoire. Et ça, c'est ça la différence qu'on va explorer dans la démo que je vais faire. Il y a un autre exemple, c'est l'exemple de Tenable. Alors, ils avaient quoi? Ils avaient un système qui envoie des métriques vers Datadog. D'accord? C'est simple. Après beaucoup de temps, ils ont découvert qu'il y avait des métriques obsolètes. Ils ne devaient plus envoyer ces métriques. Alors, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on va aller dans le code base, legacy code, on va modifier, supprimer les métriques. Mais ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que c'est risqué et que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ils ont décidé de mettre un filtre. Et un filtre fait avec Node.js. Alors, ce filtre, il va faire quoi? Il a des règles métiers. Il va supprimer tous les métriques
obsolète. Et après, il va envoyer à Datadog ce qu'il faut. Après un peu de temps, par exemple, si je me rappelle des chiffres, l'année 2021, ils ont ajouté 1,4 million de métriques. Ça devient beaucoup pour le filtre. Okay. Alors, le filtre Node.js, il a commencé à consommer 1000 CPU et 400 Go de RAM. Ah, ça, c'est trop, c'est beaucoup d'argent. Hein. Et ça a impacté la performance du filtre. Ils ont dit quoi? On va migrer de Node.js vers quoi? Vers Rust. C'est toujours la migration. Alors, ils ont découvert quoi? Que ça a chuté dans le CPU de 75% et côté RAM de 95%. Ben, c'est ça l'impact de Rust. Okay, je retiens bien les chiffres. Je pense, je ferai un bon en politique. Vous allez voter pour moi ou pas? Ben, j'ai une seule mesure, c'est taxer les devs qui font du PHP. Je suis désolé, je rigole. Alors là, je vais parler des cas d'utilisation, par exemple. Dans le front-end, on a par exemple des frameworks qui commencent à faire du Rust. Là, c'est un compiler d'un framework front-end qui utilise Rust pour diviser tout le projet front-end en des small chunks. Ils ont utilisé Rust parce que c'est performant. On a le cas de Evan qui a commencé à faire une migration de roll-up à roll-down avec du Rust. On a Shinken, ça c'est une filiale de la boîte où je travaille. Ils ont fait un projet avec Python, mais après ils ont découvert qu'ils doivent le migrer. Maintenant, ils sont en train d'étudier ça. Je ne sais pas, ils sont où maintenant, mais ils avancent sur ça. Mais ça, c'est des cas d'utilisation, le cas que j'ai vu moi devant moi. Voilà. Alors, résultat, c'est quoi? Si vous voulez payer moins de ressources, moins de CPU, moins de RAM, vous devez utiliser Rust. Et quand on dit utiliser moins de ressources, on dit sauver la planète. Alors si vous votez écolo, vous devez faire du Rust aussi. Et là, quand on parle toujours de Rust, on a un complexe de ce n'est pas accessible. D'accord? C'est difficile à faire, ça va prendre beaucoup de temps. Si un projet il prend par exemple 2 mois, si on le fait en Rust, ça va prendre 1 an. Et là, on a le directeur of engineering chez Google qui dit Rust teams at Google are as productive as ones using Go and more than twice as productive as teams using C++. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment difficile pour moi car je viens de commencer à l'apprendre. Mais lui, c'est le directeur of engineering de Google. Okay. Alors, c'est quoi les premières impressions quand on parle de Rust? C'est le crabe, c'est le mascotte de Rust. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Ah ouais, c'est suffisant déjà. On a Prime Agent qui parle toujours du Rust. Et on a Vim. C'est que la première fois que j'ai assisté à un meet-up de Rust à Paris, bah, tous les devs, ils étaient vraiment des geeks, ils utilisent Vim, ils parlent que de ça. Et ça, c'est vraiment... Pour moi, personnellement, c'est un point de blocage. Quand je vois quelqu'un qui ouvre Vim et qui ferme Vim comme ça sans utiliser souris, moi, ça me donne une impression que je ne suis pas un dev, c'est que je suis un imposteur, je suis payé pour rien faire. Et il faut vraiment essayer de vaincre ça. Okay. Et on a le Bible de Rust, c'est le The Rust Programming Language, c'est le livre que j'ai commencé à lire. J'étais sur, je pense, le chapitre 4 ou 5, un truc comme ça. Mais il y a beaucoup d'informations. Et là, quand tu lis, tu oublies des trucs. C'est vraiment un livre de référence. Et là, si vous cherchez vraiment un livre, le meilleur livre qui était fait pour moi, c'était fait par un Français, par Guillaume Gomez. Qui connaît Guillaume Gomez? Bah, c'est un Français, et c'est parmi les 10 premiers contributeurs de Rust au monde. Okay. Et c'est lui qui a fondé le Meetup de Rust en 2014. Il a fait un livre qui s'appelle « Apprendre à programmer en Rust ». C'est génial, vraiment, quand j'ai commencé à lire, c'est droit au but, il te donne ce qu'il te faut, et après tu dois aller chercher. Voilà. On a la formation de Rust for TypeScript, aussi dans Front-End Masters. C'est très intéressant. Et si vous voulez travailler sur un projet réel de Rust, vous pouvez consulter le site de menin.com, là où il y a des formations de beaucoup de choses, il y a des livres, et il y a une formation qui s'appelle Build a FinTech Platform in Rust. Et ça, c'est si vous voulez apprendre du Rust. Okay. Alors là, on va passer aux démos. C'est la partie plus difficile pour moi. Ok, alors, je vais faire un petit démo juste pour vous montrer comment Rust il fonctionne. Et ça, c'est... Je ne sais pas si vous allez voir le code ou pas.
Alors, là, je ferai comme ça. Alors, attendez. Hello. C'est bon, vous pouvez voir. Alors, on va écrire des petits bouts de code de Rust pour voir comment ça fonctionne. C'est tout. Alors là, je vais commencer par un main function ici. OK. Là où je vais déclarer une simple variable que je vais appeler count. OK. Que je vais assigner ici à 1 et que je vais essayer ici de printer hello volcamp. Voilà, count. C'est très bien. Alors là, je fais cargo run et on a le count ici, volcamp 1. OK? Alors ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai déclaré un objet qui s'appelle item, c'est un struct sur Rust avec count. Alors ce que je vais essayer de faire ici, c'est que je vais déclarer un item simple, comme ça. Et là, je vais appeler le count, je vais assigner 1. Et je vais essayer d'accéder à cet item ici et essayer de l'afficher. Alors ça fonctionne jusqu'à maintenant très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'incrémenter cette valeur du count dans l'item. OK? Alors je vais déclarer une fonction fn add 1 qui va normalement recevoir un count, un item de type item, OK? Et qui va faire quoi? Qui va accéder à cet item, count, et l'incrémenter. C'est simple. Alors là, je vais appeler déjà la fonction. Je vais appeler ici la fonction add1 et je passe le item. Là, j'ai un problème déjà. J'ai une première erreur. Et il me dit cannot mutate immutable variable. C'est que les valeurs dans Rust, ils sont par défaut immutables. Si on veut que ça soit mutable, il faut aller déclarer ça. Alors, je vais venir dire, voilà, maintenant c'est mutable, ça fonctionne très bien, on va faire le add1. Ce que je fais ici, c'est que j'appelle la fonction, et après, j'essaie de printer la valeur. Alors, quand je fais cargo run, il y a un problème, c'est que il me dit this paramètre takes ownership of the value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors pour rester sur l'exemple du couscous, si vous donnez à quelqu'un un couscous, il va le manger, c'est bon, vous n'aurez rien après. C'est ce qu'elle a fait la fonction, elle a mangé la variable. Elle l'a pris, vous n'allez pas l'avoir. Le borrow checker, elle a compris que la fonction, elle a pris la valeur, et c'est bon. Ce qu'il faut faire, c'est que ici, il te dit, peut-être, il faut seulement value borrowed here after move. C'est bon, c'est fait. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas, peut-être on doit passer seulement la référence et pas toute la variable, toute la valeur, OK? Alors, je vais venir ici, je vais lui dire, bah, tu prends la référence de cette valeur. J'aurai toujours un problème. Il va me dire quoi? Alors, expected mute, mais tu as passé une variable, OK? Ce que je dois faire, c'est que je vais venir ici, je vais lui dire, passe une référence mutable de cette variable. Il me dit, non, mais ce n'est pas possible, car la valeur, elle est immutable déjà. Alors, tu dois la déclarer au début comme mutable. Et tu viens ici, tu fais comme ça. Et là, ça fonctionne bien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le borrow checker. Tu dois, quand tu veux envoyer quelque chose, tu envoies déjà la référence pour travailler sur la valeur, et après, tu retournes ce que tu as, et tu peux l'afficher. Mais si tu envoies la valeur, la fonction va la manger. Et voilà, je pense que j'ai fini les 15 minutes. C'était ça, et merci beaucoup. Voilà les ressources.